Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est toujours un petit peu bizarre de parler devant un auditoire qu'on ne voit pas du tout, mais bon, c'est comme ça. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui donc vous intéresse puisque vous êtes inscrit, le potager hier et aujourd'hui. Et ce webinaire va être composé de 4 séquences. La première séquence au cours de laquelle Monsieur Alain vous présentera l'histoire des potagers. Et puis ensuite, nous ferons appel à des résultats d'enquête. L'une qui a été faite par le CTIFL, le Centre technique interprofessionnel des fruits et des légumes, et qui va nous décrire l'attitude des Français devant les fruits et les légumes. L'autre qui a été faite par SEMAE sur une enquête Kantar pour parler des jardiniers et de leurs pratiques. Et la troisième enquête qui a été faite au sein de la SNHF, pardon, pour voir quel peut être l'intérêt économique des potagers. Alors, c'est Noël Dorion, qui est membre du conseil scientifique de la SNHF, qui va animer cette réunion. Noël Dorion est professeur honoraire à l'Institut Agro et je ne sais pas comment on dit pour Agro Campus Ouest, qui fait partie maintenant de l'Institut Agro. Alors, Voilà, je te passe la parole. on dit l'Institut Agro Rennes-Angers. Voilà. Agro Campus Ouest n'existe plus que dans les emails. Bon, merci Yvette. Donc, je vais essayer de jouer mon rôle de présentatrice, si je puis dire, et de poseur de questions. Et nous allons commencer donc le premier exposé, qui est celui de Yves-Marie Alain. Donc, quelques mots sur Yves-Marie Alain. Il est ingénieur horticole et paysagiste DPLG et il a fait sa carrière dans les services d'espaces verts et notamment comme directeur du Jardin des plantes de Paris et de l'Arboretum de Chevreloup. Il est passionné d'histoire de la relation entre les hommes et les plantes et en particulier, il a donc écrit récemment, donc en 2022, une histoire des jardins potagers et c'est à ce titre-là qu'on lui a demandé de bien vouloir faire l'introduction de ce webinaire. Donc, je lui laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Alors, tout d'abord, je ne vais pas raconter l'histoire des jardins botaniques, des jardins potagers, pardon, parce que il faudrait plus de 20 minutes et que par ailleurs, on ne peut pas comparer finalement les jardins potagers ou les potagers qui peuvent exister, par exemple, sous les tropiques et ceux qui peuvent exister sous des climats plus tempérés comme le nôtre. Donc, la seule chose et la question que je me suis posée initialement, c'était est-ce qu'il y a une relation entre le jardin potager et l'art des jardins? Et si oui, comment finalement cette relation s'est-elle mise en place? Et surtout, comment a-t-elle pu évoluer éventuellement avec l'évolution de l'art des jardins, et ce, uniquement dans l'espace européen? Je n'ai pas voulu aller au-delà, puisque c'était en dehors de mes compétences. Alors, le premier point qui me semble intéressant à redire, c'est que le potager appartient bien au monde des jardins, c'est-à-dire finalement, il appartient au même monde que le jardin à caractère plus ou ludique ou esthétique, et que le jardin potager a toujours été une représentation finalement de l'univers, alors que le maraîchage, et ça dès le départ, et qui produit lui aussi des légumes finalement, appartient à un monde qui est plus le monde agricole ou de l'agronomie, et donc on voit bien qu'il y a dès le départ une différence importante.
comme je ne pourrais pas tout aborder là je vais faire une espèce de synthèse finalement de points qui sont peut-être un peu spécifiques au potager. Tout d'abord, le potager est dans notre art des jardins finalement et a toujours été un lieu de promenade. C'est-à-dire que finalement, non seulement on cultive des végétaux, mais également on va les voir, et on se promène. Donc c'est un lieu qui n'est pas un lieu neutre finalement par rapport à l'ensemble de ce qui peut se faire dans les jardins. Un deuxième point, et qui m'a un peu surpris finalement lorsque j'ai fait la bibliographie finalement pour travailler sur cette histoire, c'est que le problème de l'eau est un problème récurrent, et ça depuis finalement l'Antiquité. Dans tous les ouvrages, qu'ils soient d'agronomie ou qu'ils soient d'art des jardins, le problème de l'eau pour les potagers revient de façon permanente, et partout il est dit que l'eau doit être présente non loin, de façon à ce qu'on puisse avoir des récoltes. Et donc, c'est un point qui est intéressant, puisque finalement, c'est sans doute l'une des questions qui se pose ou qui va se poser dans les années à venir ou dans les décennies qui viennent, mais qui a toujours été quelque chose qui a été présent. Deuxième ou troisième point, c'est le problème, est-ce qu'un potager a des arbres fruitiers ou pas? Alors ça, c'est quelque chose dans l'art des jardins, je dirais, et dans ce qui a pu être écrit depuis des siècles, mais on s'aperçoit que c'est assez variable, mais que finalement, contrairement au maraîchage, dans le potager, finalement, le végétal a droit, enfin le ligneux a le droit de citer et est souvent cultivé. Alors, cultivé non pas comme des arbres de plein champ ou de plein vent, comme dans un verger, mais souvent sous forme taillée, mais c'est quelque chose qui existe. Et un autre point qui m'a frappé et qui est assez, je dirais, intéressant à voir, c'est que l'arrivée de nouveaux légumes, et entre autres tous les légumes qui viennent d'Amérique et qui sont arrivés à partir du XVIe siècle, finalement, n'auront aucune influence sur la structure formelle des potagers. Finalement, les nouveaux légumes seront intégrés progressivement, mais dans une structure formelle qui était préexistante ou qui est en cours de modification, mais qui n'est pas due à l'arrivée de ces nouvelles plantes. Alors, je vais vous montrer un certain nombre. Ça a commencé. Je voulais donc commencer à vous montrer les différentes vues que j'avais retenues. Alors, il s'avère que dans la littérature, la première fois où on va trouver finalement une petite description de ce que pourrait être un jardin potager, c'est dans l'Odyssée d'Homère, c'est-à-dire que ça remonte à plus de 8 siècles avant Jésus-Christ, dans lequel, selon les traductions, il est quand même indiqué que finalement, il y a 2 ruisseaux qui viennent agrémenter le jardin et surtout permettre les cultures. Et là se trouve, et je cite, là se trouvent des plates-bandes bien rangées, éclatantes tout au long de l'année. Et dans une autre traduction de la même phrase, finalement, le traducteur, lui, à l'extrémité du jardin, des espaces réguliers se remplissent de diverses plantes potagères qui fleurissent constamment. Donc, on voit bien que, apparemment, dès le départ, le jardin potager, qui ne comprend pas que des plantes potagères, mais également quelques plantes à fleurs et puis des plantes à usage médicinal, est dans une structure relativement architecturée, relativement régulière, et ce, dès le départ. Alors, on pourrait dire que, finalement, du temps des Romains, et en particulier des agronomes romains, il y a des descriptions finalement de potagers, mais il s'avère qu'il n'y a pas de description de jardin potager. Ils abordent essentiellement les grands problèmes d'agronomie ou d'agriculture. Il n'y a que Plumel, donc du 1er siècle après Jésus-Christ, dans lequel il
indique bien qu'il y a un jardin particulier pour les plantes potagères dans lequel sont cultivés à la fois des légumes, des fleurs et des plantes à usage médicinal. C'est un jardin qui est clos, qui est protégé à la fois des bêtes, je dirais, qui peuvent être errantes, mais aussi des voleurs. Mais il n'y a pas plus d'éléments finalement. Pendant tout le Moyen-Âge, il y a assez peu d'écrits ou pas beaucoup d'écrits qui nous permettent d'avoir des éléments précis. Et il faut arriver au plan de Saint-Gall, de l'abbaye de Saint-Gall, qui est un plan donc, du IXe siècle, qui est sans doute le plan d'une abbaye, je dirais, qui n'a sans doute jamais existé, qui est une abbaye un peu théorique, et dans lequel, parmi les jardins, il y a un hortus, c'est-à-dire un jardin pour les plantes potagères, avec justement des plates-bandes qui sont au nombre de 18, et pour lequel, sur les plans, je dirais, plus précis, sont indiquées les plantes ou qui sont cultivées dans chacune de ces plates-bandes. Donc voilà pour ce qui est de l'abbaye de Saint-Gall, et on a guère autre chose, parce que si on prend le capitulaire de Charlemagne, on a des listes de plantes, mais on ne sait pas de quelle manière elles sont cultivées, ni dans quelles conditions elles sont cultivées. Du reste, ça pourrait faire l'objet d'une relation beaucoup plus large. Les premières vrais dessins ou représentations de potagers, eh bien, c'est un ouvrage écrit d'abord en italien, en latin, puis qui sera traduit en français en 1373, c'est-à-dire au milieu du XIVe siècle, qui s'appelle le Rusticant et qui est de Pierre de Cressin. Et les différents, enfin, ceux qui feront les différentes illustrations de cet ouvrage ou de ces ouvrages, puisqu'il ne s'agit que de manuscrits, eh bien, représenteront le jardin potager à côté des habitations, clos de murs, et dans lequel on voit que l'on plante à la fois des légumes, quelques fleurs, mais également quelques arbres, donc de petits arbres qui sont des arbres fruitiers, et dans lequel il est quand même dit une chose intéressante: il convient de diviser le terrain en carrés pour regrouper les plantes mises en terre à la même époque. C'est-à-dire que toutes les plantes mises en culture en même temps, eh bien, vont dans un même carré, et ce qui fait que les carrés vont donner les uns après les autres finalement des légumes qui peuvent être les mêmes, et on les partage de cette manière-là. Donc ces carrés vont former un véritable damier dans lequel donc des arbres et des arbustes pourront être inclus. Est-ce que ces carrés sont au niveau du sol ou surélevés, comme on voit dans un certain nombre de dessins et de gravures ou d'iconographies? Là, on peut guère le savoir, ce n'est pas suffisamment net, mais en fonction finalement des manuscrits, on a des éléments un peu différents, mais globalement, on est toujours sur un système de donc, on voit bien que la géométrisation finalement du potager arrive très. Alors, l'autre question, c'est est-ce que le potager fait partie de l'ensemble du jardin ou des jardins, y compris des jardins à caractère décoratif? Eh bien, si on prend cette présentation finalement de la ville de Montargis, ville qui se trouve dans le Loiret, on s'aperçoit que eh bien, les jardins qui sont face, je dirais, à la muraille et au château, eh bien, comprennent un peu de tout, puisqu'on a un système de buis taillés plus ou moins en labyrinthe qui sont face, en effet, aux fenêtres, je dirais, des pièces royales ou des pièces nobles de l'habitation, mais qu'à sa gauche, finalement, on a le verger et qu'à la droite, on a le potager. On voit bien que au XVIe siècle et au XVIe siècle et au tout début du XVIIe siècle, le jardin potager
a la même, je dirais, se situe au même niveau que l'ensemble des jardins, y compris les jardins à caractère uniquement décoratif, que c'est des jardins considérés comme nobles et qui ont tout à fait le droit d'être dans la perspective même des pièces principales du château, tout comme le jardin bouquetier ou d'autres types de jardins. Donc, il n'y a pas de discrimination finalement vis-à-vis du jardin potager qui appartient d'abord bien au jardin dans son sens le plus large, mais également qui est un lieu dans lequel on peut trouver une beauté et qui fait partie des jardins décoratifs comme peuvent l'être les autres. La grande, je dirais, rupture va se trouver finalement lorsque le jardin à la française, donc en gros, on va considérer à partir de Louis XIV, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle, va se mettre en place et dans lequel on va considérer que le jardin potager est un jardin utilitaire et donc on ne peut pas s'en séparer et qu'il doit donc être dans le grand ensemble des jardins, mais c'est à ce moment-là que l'on commence à le différencier et surtout à le mettre donc dès l'entrée pour des raisons très simples, c'est qu'il est en relation directe avec la maison de maître, ce qui évite finalement qu'on traverse avec des légumes ou avec du fumier cet ensemble du jardin décoratif, du jardin de plaisir. Donc le jardin potager se retrouve mis dans un coin et il se trouve être entouré de murs, non pas dans un premier temps pour y mettre des espaliers, mais pour qu'on ne puisse pas le voir. C'est-à-dire que finalement, le jardin potager se retrouve mis tout à fait de côté. Et Desalliers d'Argenville, qui fera un ouvrage sur la théorie et la pratique du jardinage, ouvrage qui paraîtra au début du XVIIIe siècle, mais qui reflète tout à fait la pensée du XVIIe siècle, va écrire dans son premier chapitre, qui sert un peu d'avertissement, un petit texte qui montre bien à la fois l'ambiguïté de l'emplacement du jardin potager et surtout le fait qu'il y a une querelle qui peut exister entre les paysagistes ou certains d'entre eux et, je dirais, ceux qui sont chargés des potagers. Alors, il écrit ceci. Il y a même lieu de s'étonner que tant de gens ayant écrit sur les jardins fruitiers et potagers, il ne s'en soit trouvé aucun jusqu'à présent qui ait parlé à fond des jardins de propreté, c'est-à-dire des jardins décoratifs, qui, sans contredit, sont les plus beaux, les plus nobles, quoi qu'en dise un auteur moderne qui tâche de donner la préférence aux fruitiers et aux potagers. Et l'auteur moderne dont il est question, eh bien, c'est tout simplement la Quetigny, qui est, je dirais, attaqué de plein fouet, compte tenu du fait que lui a écrit un ouvrage et que le nôtre n'en a jamais écrit. Ce n'est pas qu'on blâme les jardins fruitiers et potagers, ils ont leur mérite. L'on convient même qu'il faut en avoir et que pour composer un jardin parfait, ils sont aussi nécessaires que les parterres et les bosquets. Tous ces potagers, tous ces fruitiers, quelque beaux qu'ils puissent être, sont toujours placés dans des lieux écartés, séparés des autres jardins, preuve évidente qu'on les croit plus nécessaires pour l'utilité d'une maison que pour en augmenter la beauté et la magnificence. Or, si on recitait finalement des écrits de la Renaissance, enfin du Moyen-Âge, de la deuxième partie du Moyen-Âge et la Renaissance, eh bien on s'aperçoit que ce genre d'écrit n'existe pas et que le jardin potager faisait partie du jardin en quelque sorte de propreté comme tous les autres. On voit là, c'est une gravure de Liger, on voit que finalement, ce n'est pas aussi net que ça, tout au moins dans la bourgeoisie et surtout dans la petite aristocratie et celle de province.
dans lequel on a bien ici le jardin de propreté devant, et puis derrière, un potager et fruitier avec un certain nombre de lieux. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que finalement, la composition du jardin de propreté et du potager verger, eh bien, c'est la même, que tout appartient à la même, je dirais, conception, et c'est quand même quelque chose, je dirais, d'important. Ici, il s'agit d'un potager ou d'un fruitier potager, celui du château de la Roche-Guyon qui est dans le Val d'Oise. L'intérêt, c'est que finalement, c'est un jardin qui est sans doute plus proche de la réalité de ce qu'étaient les jardins au XVIIIe siècle, entre autres avec des fruitiers qui sont en alignement et non pas en contre-espalier, puisque le contre-espalier, finalement, même si du temps de la Clantini, il en parlait un petit peu, mais il semble dire lui-même que c'est une chose à ne pas continuer et à surtout pas trop propager, eh bien, le contre-espalier se mettra en place non pas pour des raisons de suivi des végétaux, mais parce qu'on aura trouvé une manière de pouvoir les attacher d'une façon simple lorsque le fil de fer va apparaître, et ça, ce sera autour du XVIIIe siècle. Alors, le jardin paysager va arriver, c'est-à-dire que finalement, c'est au cours du XVIIIe siècle. Il faut bien voir que l'on aura en même temps des jardins classiques et tout le XVIIIe siècle. Les références esthétiques vont se modifier et la grande question, c'est est-ce que le jardin potager va suivre cette dégéométrisation en quelque sorte du jardin, cette remise en cause finalement des grands axes. Alors, il s'agit là d'un jardin potager du château de Ehrenhausen, qui est en Basse-Alpes, à côté de Hanovre, et le jardin potager, dès les années 1750, va continuer à avoir des plates-bandes, je dirais, pour la culture, mais les allées seront, je dirais, on pourra s'y promener, et surtout, il y aura l'adjonction de toute une série de petits bosquets permettant de ne pas avoir une vision globale du potager par lui-même, mais d'avoir que quelques effets. La plupart des paysagistes ne vont pas savoir fièrement, à partir de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, savoir trop quoi faire et où mettre le potager. Alors, j'ai trouvé cette gravure de Le Rouge qui date de 1776, dans lequel, pour bien voir, on a la maison de maître qui se trouve tout à gauche ici. On a un grand bassin et tout dans l'axe visuel, eh bien, on a un potager sans qu'il soit indiqué finalement quel type de culture y était faite. Et on en a un deuxième finalement qui, lui, selon la tradition, est entouré de murs de façon à ce qu'on ne puisse pas bien le voir. On voit là également, et toujours de Le Rouge, dans les mêmes années, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, que finalement, pour que de la cour d'honneur et donc de l'axe du château, qui est ici, on ne puisse pas voir finalement le potager, eh bien, on a créé un espèce de bosquet plus ou moins anglo-chinois qui vient masquer finalement ce potager. Celui qui parlera finalement le plus d'une façon théorique, mais absolument pas pratique, c'est Jean-Marie Morel, dans la deuxième édition de son ouvrage qui paraîtra en 1802, dans lequel il indique bien qu'il faut prendre en tant que paysagiste en compte le potager. Et cet objet, et il dit, cet objet si utile, pourquoi n'attirerait-il pas mon attention sous ce rapport de l'agrément? Alors, lui, il remet en cause tout de suite le fait d'avoir enfin, il remet en cause deux choses. Premièrement, il considère qu'un potager ne doit pas être enserré de murs et qu'il doit pouvoir être visible et que les légumes doivent pouvoir être visibles finalement dans l'ensemble du jardin. Et le second point, il estime que les arbres fruitiers
n'ont pas à figurer dans le potager. Et donc, ce qu'il préconise finalement, c'est que le potager ne soit pas un lieu en lui-même, mais que l'on ait des plates-bandes réparties dans l'ensemble du jardin, qui, en fonction du sol, de l'humidité, de l'exposition, eh bien, on fasse et on cultive un certain nombre de végétaux sur ces plates-bandes finalement disséminées dans le jardin, comme le seront finalement les plates-bandes de fleurs. Et pour les végétaux, pour les fruitiers doivent être de la même manière, mis plutôt sous forme d'arbres de plein vent et mis avec les autres arbres d'ornement du jardin, ces fruitiers apportant de la couleur au printemps et de la couleur, je dirais, au moment de la floraison. Et donc, voilà des exemples finalement de jardins qui sont un peu de la même époque, donc avec Boitard, dans son ouvrage de 1839, dans lequel, dans la figure de gauche, on a ce qu'il appelle un jardin fruitier potager orné, c'est-à-dire que finalement, on a au départ un jardin, je dirais, à l'anglaise, et puis ça se termine par un potager, mais qui est totalement intégré dans un dessin global. Alors que dans la deuxième figure, celle que vous avez sur la droite, eh bien, les potagers sont, je dirais, totalement clos, fermés, tout au moins visuellement fermés, de façon à ce qu'on ne puisse pas les voir. Il y a quelques paysagistes, finalement, dont Duvillers, qui fera paraître un ouvrage dans les années 1870 qui essaiera d'intégrer totalement et pleinement le potager dans l'ensemble du dessin du parc. Et donc, c'est le cas. Donc, finalement, les reproductions ne sont pas de bonne qualité et donc la photo, que vous voyez non plus, mais le potager, c'est finalement cette grande lentille finalement qui est ici et dont finalement qui est totalement intégrée au dessin général du parc et qui semble justement montrer qu'il y a une recherche pour que le potager puisse rester finalement à l'intérieur du jardin, mais qu'il soit une pièce finalement en elle-même, quelque chose qui reste de qualité dans l'ensemble. Là, c'est un jardin un peu plus tardif, puisqu'il s'agit d'Édouard André dans son ouvrage qui paraît sur le parc des jardins qui paraîtra à la fin du 19e siècle, en 1879. Eh bien, la chose est simple, il fait son jardin et le potager est mis dans un coin, entouré d'un mur, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vision qui n'est absolument pas intégrée à l'ensemble. Donc, on voit bien que progressivement, au cours du 19e siècle, les paysagistes, finalement, ne sauront pas trop quoi faire du potager. Il est encore nécessaire, sur le plan, je dirais, de l'équilibre, finalement, de la société, mais il n'est pas ou très difficilement intégré. Et du reste, Jules Vachereau, qui était un paysagiste du début du XXe siècle, il dira d'une façon alors extrêmement claire et d'une façon très simple, le potager, une fois qu'on a trouvé son emplacement, ne demande pas de grands efforts d'imagination, ce qui montre bien que le potager n'est plus un élément du jardin ou du parc. Là, il s'agit de des présentations de forestiers. Donc, on est, je dirais, beaucoup plus tard, puisqu'on est en 1920, donc juste après la Première Guerre. La question que se posent finalement la plupart des paysagistes est: est-ce qu'il est vraiment utile d'avoir un potager lorsqu'on crée un jardin ou un parc? Et est-ce que finalement
on ne peut pas se nourrir, trouver sa nourriture en dehors sans qu'on soit obligé d'avoir un potager. Et donc, un certain nombre des dessins de forestiers, de jardins, y compris de jardins urbains. Alors, celui-ci n'a pas de potager et celui-ci présente un potager avec une entrée directe sur la cuisine, donc et donc qui est cette partie-là, le reste étant le jardin d'agrément. Donc, on voit bien que les potagers. Alors, je vois que le temps passe, donc je vais faire vite. Le problème, c'est que ceux qui vont déstructurer finalement, de mon point de vue, les jardins et surtout les grands jardins, eh bien, ce sont les jardins familiaux, parce que même si chacun a une parcelle, il va cultiver selon je dirais, un rite qui est un rite presque immuable, mais la perception qu'on peut avoir de ce type de jardin, c'est que ce sont des jardins dans lesquels on ne peut pas apercevoir l'ensemble, dans lequel on ne peut pas avoir de vision globale et dans lequel chaque parcelle, finalement, ou dans chaque parcelle, le jardinier va faire ce qu'il pense devoir faire. Donc, je m'arrêterai là, si vous voulez, pour laisser le temps à tous mes collègues de pouvoir s'exprimer. Je voudrais quand même faire deux citations qui sont à retenir, qui sont quand même à prendre en compte pour bien voir que en ce début du XXIe siècle, il faut quand même bien voir que tout le XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle a vécu quand même sur une pensée qui était qu'on avait des végétaux nobles et des végétaux, je dirais, roturiers, les roturiers étant les légumes. Je ne citerai pas je dirais, un incident professionnel que j'ai eu pour avoir osé mettre sur la place centrale de la ville d'Orléans, lorsque j'en étais directeur, des fruitiers, qui a valu une série d'attaques dans la presse, considérant que les fruitiers n'avaient pas, je dirais, droit de cité dans la cité, que c'était pour la campagne. Mais Charles, il y a une petite réflexion finalement de Joseph Dequesne et de Charles Naudin. Alors, Joseph Dequesne et Charles Naudin étaient tous les deux professeurs au Muséum de Paris. Et en 1860, ils font éditer le manuel de l'amateur des jardins. Et il est indiqué dedans, et je les cite, rien n'est encore plus fréquent que de trouver des plates-bandes de fleurs le long des allées principales d'un jardin potager, ou de voir des rosiers et autres arbustes de fantaisie alternés avec des arbres fruitiers. C'est là de la floriculture plébéienne, suffisante dans le jardin d'un fermier ou d'un petit propriétaire rural. Dans les châteaux et les maisons de plaisance, des personnes riches et aisées, le jardinage fleuriste se dégage ordinairement de ces cultures vulgaires. Donc, c'était écrit par deux professeurs éminents du muséum, donc c'est vrai à la fin du XIXe siècle, mais il reflète bien finalement une idée de ce qui s'est passé pendant pratiquement 2 siècles, jusqu'à ce que finalement, à la fin du XXe siècle, on se mette à revoir les choses d'une façon différente. Et je finirai par citer l'abbé Rosier, alors lui qui est du XVIIIe siècle, mais qui a quand même une perception que je trouve assez moderne, et qui disait « La richesse enfante le luxe et le luxe multiplie les besoins, surtout les besoins superflus. Le financier veut, à prix d'argent, soumettre la nature à ses goûts, rapprocher pour ainsi dire les climats, afin d'obtenir leurs productions diverses et, aidé par l'art, jouir des présents de Pomone au milieu des rigueurs de l'hiver. Ces jouissances à contretemps flattent la vue et la vanité, le goût l'est-il ?» Et il poursuit, « Mais à mon goût, rien ne flatte plus agréablement la vue qu'un potager bien entretenu. La diversité des vers et des formes des plantes qu'on y cultive offre une multiplicité de nuances qui enchantent, et de ce désordre naît la beauté du coup d'œil.
C'est là que l'on voit la végétation dans toute sa pompe, l'agréable réunie à l'utile, et la sommante et symétrique uniformité en est bannie. Chacun a sa manière de voir, telle est la mienne. Et donc, moi, je dirais que, heureusement, finalement, le jardin potager est en cours de réhabilitation et surtout, finalement, les plantes alimentaires, finalement, sont réhabilitées et que ces, je dirais, classes ou catégories qui avaient été faites à partir du XVIIe siècle sont en train, je dirais, de disparaître et que la plante potagère est à nouveau rentrée dans le jardin, mais pas uniquement dans le jardin potager, dans l'ensemble des jardins. Et donc, on a bien une réhabilitation de la plante potagère et je pense que c'est sur quoi il faut que l'on poursuive le travail. Merci. Merci Yves-Marie. Vraiment, je trouve ça tout à fait passionnant, cette importance du potager, cette disparition, cette réapparition du potager. Et juste un petit commentaire, on voit que finalement, même sur les plans les plus du 18e, du 19e, enfin 19e où on est dans le jardin anglais, malgré tout, le potager, il est intégré, il peut être intégré, mais il est quand même encore sous forme de planche. Et donc, il y a des aspects techniques, effectivement, auxquels on peut pas échapper à un moment donné. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraît… Oui, je dirais que cela est certain, mais je pense que même si la culture, finalement, peut se faire, enfin, ne se fait pas que sur des planches, mais essentiellement, c'est que la chose qui me semble la plus importante, c'est qu'on a relégué la plante potagère et qu'on a hiérarchisé les plantes. D'ailleurs, finalement, il y a les plantes qui sont des plantes utilitaires et d'une certaine manière, elles n'ont pas droit de citer dans le jardin d'ornement. Je pense que c'est ça la question la plus importante et que ce verrou, finalement, a sauté à la fin du… Enfin, il y a quelques décennies maintenant, mais a sauté il y a quelques décennies seulement. Et donc, et une partie, finalement, même de certains jardiniers vivent encore dans cette vision. Il y a les plantes ornementales et les plantes potagères, les plantes fruitières, les plantes médicinales. Et donc, on est dans un système de classement et de hiérarchie de la plante. Alors, bon, c'est le début, on n'a pas trop de questions, mais il y a… ah ben voilà, en voilà deux. Ah, alors en voilà trois. Ah bon. Alors, la première question, parler de Villandry, et c'est un commentaire qui dit que c'est un exemple de potager intégré au jardin d'agrément. Alors, oui, sans doute en ce moment, est-ce qu'on peut répondre historiquement sur cet aspect-là? Oui, mais alors, je n'ai pas bien compris la question là. Bah, c'est un commentaire, hein, c'était que… Ah oui, non mais ce qui s'est passé, c'est que on est dans un jardin Renaissance à Villandry. Et si on lit un certain nombre d'ouvrages du début du XVIIe siècle ou de la fin du XVIe, on voit bien que le jardin le jardin doit avoir un caractère, je dirais, artistique et artistique en toute saison. Je pense qu'il faut aussi penser que pendant l'hiver, il y a quand même assez peu de végétaux, de plantes potagères dans les jardins. Et donc, alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on dirait que le travail de préparation de la terre qui était fait, par exemple, dans les jardins dans lesquels on avait des rinceaux, des grandes arabesques avec des buis, on avait préparé la terre devait recevoir quelque chose et produire quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'y avait pas on ne faisait pas un travail sur la terre et avec la terre sans que la terre ronde quelque chose. Et donc, il fallait, et c'était tout à fait normal, qu'on y mette un certain nombre de plantes potagères
de façon à ce que justement cette terre qui avait été travaillée puisse produire quelque chose. Donc c'était bien dans l'esprit général, mais c'est une chose qui a disparu finalement au cours du XVIIe siècle, où on a relégué le jardin potager dans un endroit avec, je dirais, un côté quand même artistique, parce que c'est quelque chose qu'on venait voir, mais qu'on a mis de côté. Donc, Villandry est tout à fait le symbole de ce qu'était le jardin et le fait qu'il n'y avait pas de hiérarchisation dans les plantes, entre autres, entre les plantes ornementales et les plantes utilitaires. Alors, là, j'ai encore une question et un commentaire. Alors, le commentaire, c'est d'Alain Durnerin, qui nous écrit un petit commentaire historique. Le jardin potager a été encouragé par l'impératrice Eugénie, qui récompensait les instituteurs. Dans les écoles primaires, il y avait un potager et le jardinier chef de l'école normale de Versailles s'appelait Turlure, bon, récompensé à plusieurs reprises par la SNHF. Alors, merci Alain de ce commentaire. Et puis, une autre question de quelqu'un que tu connais très bien. Il s'agit de Christine Chasguet. Alors, elle dit, n'y a-t-il pas des jardins familiaux conçus avec des plans paysagers, par exemple les ortillonnages d'Amiens? Je te laisse répondre à ça. Alors, enfin, si on prend les ortillonnages d'Amiens, finalement, ce qui va fixer le jardin et la manière dont il va être fait, ça va être le problème de l'écoulement des eaux et des canaux. Donc, je veux dire qu'on a une contrainte autre qui est le fait de pouvoir canaliser l'eau avant finalement de faire des jardins paysagers. Et je ne pense pas que les ortillonnages d'Amiens aient été conçus comme un grand jardin. C'était plutôt au départ plutôt du maraîchage. Or, dans le maraîchage, on s'aperçoit que finalement, la quasi-totalité de la terre disponible est mise en culture, ce qui n'est absolument pas le cas dans les grands potagers, je dirais, historiques, puisque moi j'ai fait un calcul que, en gros, on était à de l'ordre de 60% de la surface qui était utilisée pour cultiver et 40% l'était pour se promener. Donc on n'est pas du tout dans le même type de conception et donc pas du tout dans le même type d'utilité. Voilà, eh bien, je vais encore te remercier pour cet exposé. Nous avons épuisé pour le moment les questions, mais si, bien entendu, si d'autres personnes ont des remords et d'autres questions qui leur viennent au cours du temps, elles sont encouragées à les poser, bien entendu.